Donc on va faire cette deuxième partie sur les alternatives pour se prémunir des pesticides. Tout à l'heure on a fait le constat, je pense qu'il est clair et net. Donc maintenant on va s'interroger sur que peut-on faire. Et puis je ne sais plus, certains me disaient on aura des raisons d'espérer. Oui, on en aura plein. Alors on va avoir pour cette deuxième partie avec nous Vincent Bretagnol, qui est écologue au CNRS de Chizé. Et qui est l'auteur de Réconcilier nature et agriculture. Donc voilà, son ouvrage, vous l'avez vu tout à l'heure peut-être, ou sinon il est là-bas sur le stand de la librairie des Halles. Ensuite, Vincent va prendre la parole. Jean-Claude Oliva, ensuite, qui est le président de la coordination eau IDF, Île-de-France, et qui nous parlera des pesticides et de l'eau du robinet. Et puis Louis-Adrien Delarue et Pierre-Michel Perrineau sont toujours avec nous pour effectivement poursuivre un petit peu les échanges autour des ordonnances vertes. Et donc ça, c'est un très beau concept on parlait d'espoir, qui donne beaucoup d'espoir. Et ensuite, on accueillera donc des agriculteurs, un apiculteur, pour parler un petit peu de ce qui se fait déjà sur le terrain comme alternative donc aux pesticides. Donc Vincent Bretagnol, la parole est à toi. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité et donné ainsi cette occasion de vous parler un petit peu des alternatives et des solutions qui peuvent exister au niveau de l'agriculture. Évidemment, on a eu cette première table ronde qui nous dresse un constat un peu implacable autour de la problématique et des problèmes qu'elle génère. Et ça pose finalement la question de savoir quelle agriculture nous souhaitons demain, nous en tant que citoyens, mais aussi bien sûr avec les agriculteurs. Alors est-ce qu'une agriculture sans pesticides est possible? La question est souvent posée et on entend des réponses assez fréquemment du style cette agriculture sans pesticides, elle est possible à condition d'avoir des produits de substitution. Voilà, c'est un vocable qui est fréquemment entendu dans les médias. Alors, ça va pas être facile quand même, parce que si je prends l'exemple du glyphosate, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement peu cher. Avec 1 litre de glyphosate, vous faites 1 hectare et ça coûte quelques euros. Et donc, il faut peut-être voir quand même d'autres alternatives sans forcément substitution. Et de toute manière, de l'agriculture sans pesticides, ça existe déjà, ça existait avant l'arrivée des pesticides, ça existe aujourd'hui évidemment, c'est l'agriculture biologique. Et quelque part, quand on pose cette question, et les médias la posent souvent, je trouve que ça fait injure à l'agriculture biologique qui est très rarement mentionnée comme une réponse possible à l'agriculture sans pesticides. Alors l'agriculture biologique, justement, quand on l'évoque, souvent on enchaîne le raisonnement autour de l'idée que ça produit beaucoup moins et donc que ça pourrait pratiquement se terminer en famine généralisée à l'échelle de la planète. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur cette question pour savoir si l'agriculture biologique peut nourrir la planète. La réponse est oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un déficit de production en agriculture biologique, mais en fait, il ne concerne qu'un certain nombre de cultures. Ce n'est pas généralisé. Bon, là, on ne va pas regarder le graphique, mais il y a eu un grand nombre d'analyses qui portent sur des centaines et des centaines d'études qui montrent qu'en moyenne, si on prend toutes cultures confondues, il y a à peu près 10, 12, 15% de réduction de rendement en agriculture biologique. Il y a plein de cultures pour lesquelles il n'y a pas de réduction de rendement du tout, le maïs, le tournesol, la luzerne. Et puis, il y a quelques cultures, dont le blé, où il y a un différentiel de rendement qui est quand même nettement plus conséquent, qui est de l'ordre de 30 à pratiquement 50%. Alors du coup, avec ce raisonnement, on se dit, voilà, pour les céréales, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 50% de rendement en moins? Et là encore, on a une image un petit peu fausse qui est celle de la céréale, c'est égal à la baguette, et on ne peut pas avoir 50% de baguette en moins. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment un problème d'avoir 50% de céréales en moins, en tout cas d'un point de vue d'écologue ou de rêveur peut-être, parce que l'essentiel des céréales, ça va dans l'alimentation animale, pas du tout dans l'alimentation humaine. 70% à peu près des céréales en France sont pour l'alimentation animale. Et ce n'est pas vraiment un problème de réduire non seulement l'alimentation animale par rapport aux céréales, mais aussi de réduire l'alimentation humaine à partir des animaux tout court, parce que ça, c'est conforme aux objectifs climatiques. Donc il y a du côté de l'agriculture biologique plein de solutions, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les agriculteurs vont passer en bio. C'est plus que peu probable. Et donc ça pose la question pour les autres agriculteurs en conventionnel qui n'ont pas du tout l'intention de passer en bio, est-ce qu'il existe des possibilités, des alternatives pour réduire l'utilisation des pesticides?
Et in fine, est-ce qu'on peut atteindre les objectifs du plan éco-phyto qui prédisait, ou qui avait comme objectif une réduction de 50% des pesticides à l'horizon de 10 ans. On est à peu près 20 ans plus tard et on n'en voit encore pas beaucoup l'arrivée. Alors c'est un petit peu, en partie en tout cas, l'objectif de notre projet de recherche qu'on anime justement avec Sabrina Gaba et puis plein d'autres chercheurs de notre équipe, autour de la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Donc on est dans cette zone atelier. C'est un territoire qui fait 500 km², qui est au sud de la ville de Niort, et dans lequel on a pour objectif de répondre à un certain nombre d'enjeux. J'ai dit 450 km², un petit peu plus de 400 exploitations agricoles, 34 000 habitants, une grande diversité de modèles agricoles. Et sur cette zone atelier, on travaille en recherche sur les liens entre agriculture, alimentation, environnement, c'est-à-dire biodiversité et eau et air, et santé, à la fois la santé des humains et des écosystèmes. Donc c'est une question, on s'est emparé de cette question il y a à peu près 15 ans maintenant, est-ce qu'on peut se passer des pesticides? Et on a décidé de la travailler directement avec les agriculteurs dans leurs parcelles, en particulier au début sur la problématique des herbicides et de la flore spontanée. Les herbicides, c'est le pesticide le plus utilisé en France. Donc on a mobilisé un réseau d'agriculteurs. Alors pourquoi les agriculteurs utilisent des herbicides? C'est pour éliminer la flore spontanée dont ils pensent qu'elle entre en compétition avec la culture. Ceci dit, cette flore spontanée, elle est aussi à la base des réseaux trophiques, des réseaux écologiques, par exemple les insectes, les oiseaux, les mammifères, qui ont un intérêt aussi pour les cultures et qui ont un intérêt au-delà des cultures pour la conservation de la nature, les habitants et leur santé. Et donc on a mobilisé dès 2007, ça remonte à un certain temps, un petit réseau d'agriculteurs avec lesquels on a travaillé, donc que des agriculteurs qui faisaient du blé, et on a travaillé avec eux pour leur utilisation d'herbicides, la présence de cette flore spontanée et les rendements qu'ils pouvaient obtenir. Donc on avait au total 150 parcelles suivies, ça remonte un petit peu, mais on avait 150 parcelles suivies, et vous voyez le résultat principal ici, chaque point blanc c'est une de ces 150 parcelles, et on voit qu'il n'y a pas de relation en fait entre l'utilisation d'herbicides et les rendements. C'est un petit peu contre-intuitif, en tout cas pour les écologues que nous sommes, parce qu'on imaginait à cette époque que les agriculteurs utilisaient des herbicides pour augmenter leur rendement. Bon, c'est absolument pas le cas, en tout cas sur la base de cette étude. Et c'est pas le cas pour deux raisons. La première, c'est que ces herbicides n'éliminent pas la flore adventice, la flore spontanée au mois de mai. C'est le graphique du centre, vous voyez que la courbe est plate. Et on voit également que l'abondance de cette flore spontanée ne diminue pas les rendements. Et donc le produit de ces deux graphiques de droite produit celui de gauche, à savoir qu'il n'y a effectivement pas de relation entre l'utilisation des herbicides et les rendements des agriculteurs. Alors ça nous a évidemment beaucoup interrogé, ça a aussi beaucoup interrogé les agriculteurs avec qui on a partagé ces résultats, et ça nous a donné l'idée de réaliser des expérimentations en plein champ, cette fois-ci en manipulant de manière contrôlée à la fois la présence des herbicides et la présence de l'azote. Et puis on a vu surtout ça comme une opportunité de changement, puisque si l'utilisation des herbicides n'induit pas d'augmentation de rendement, on peut imaginer assez aisément que la diminution d'herbicides ne va pas induire non plus de diminution des rendements et donc du revenu des agriculteurs. Donc on a réalisé un grand nombre d'expérimentations. Je vous présente ici un seul cas, mais on a fait 10 ans depuis de ce type d'expérimentation avec les agriculteurs. Donc c'est vraiment eux qui font l'essentiel du travail. Nous, on pose simplement des jalons dans les parcelles et puis on va faire des relevés de flore. Mais c'est eux qui font la totalité du travail. Et le résultat principal de ces expérimentations, il est montré sur les deux petites courbes, les deux histogrammes vert clair à gauche, où là on est dans une situation où il n'y a même pas de blé en fait. Et quand il n'y a ni blé, ni azote, ni herbicide, l'histogramme de gauche, il vous montre la présence de la flore adventice qui sort du labour, en fait, sans rien. Voilà. Et quand il n'y a rien du tout, on est à peu près à 160-170 grammes de flore spontanée par mètre carré. Et l'histogramme vert clair immédiatement à droite, vous voyez une chute très importante de cette flore adventice, c'est uniquement quand on a mis du blé. Il n'y a pas d'herbicide, il n'y a toujours pas d'azote. La simple présence du blé a réduit la flore adventice de pratiquement les 2/3. Et ça se produit si on ajoute de l'azote en vert foncé, si on ajoute des herbicides en orange ou si on ajoute à la fois l'azote et l'herbicide, qui est la condition classique en agriculture conventionnelle. Donc en fait,
le blé à lui tout seul, de par son potentiel compétitif par rapport à la flore, est capable de supprimer à lui tout seul les 2/3 ou les 3/4 de la flore adventice, ce qui explique en grande partie pourquoi l'utilisation additionnelle d'herbicides ne change pas grand-chose au résultat. Mais surtout, ça nous a permis, ce contexte expérimental, de calculer l'optimum d'utilisation d'azote et d'herbicides, par exemple, par rapport à la fois au rendement et aux revenus des agriculteurs. Et on a ainsi montré, dès les années 2010, que les agriculteurs avaient tout intérêt à réduire l'utilisation d'azote de au moins 80 kg par hectare et par an, de réduire leurs herbicides de 30 à 50%, et par diminution de charges, ça leur permettait d'augmenter leurs revenus de plus de 100 € en moyenne par hectare et par an. Alors on a développé ce même type de raisonnement et ce même type de travaux pour d'autres cultures, avec d'autres types d'agents biologiques, en particulier sur le colza et le tournesol. Je vais aller assez vite ici, mais on a démontré que l'augmentation de la présence des abeilles dans les parcelles de colza et de tournesol augmente les rendements de manière tout à fait spectaculaire, puisqu'on a une augmentation de 40% de rendement, à la fois en colza ou en tournesol conventionnel, quand les abeilles sont multipliées par 100 dans la parcelle. Si vous avez 100 fois plus d'abeilles, vous augmentez vos rendements de plus de 30% en colza et en tournesol. C'est pas facile, je vous le concède, d'avoir 100 fois plus d'abeilles. Ça nécessite de ne pas utiliser de pesticides pour commencer, et en plus d'avoir des infrastructures agroécologiques autour de la parcelle. Mais si vous avez cette chance de disposer de ce nombre d'abeilles, un agriculteur en colza ou en tournesol peut augmenter sa marge, son revenu, de plus de 150 € par hectare et par an. Donc oui, même en dehors de l'agriculture biologique, c'est tout à fait faisable, grâce à la biodiversité, de réduire l'utilisation des pesticides d'au moins 30 à 50%. Cette réduction s'accompagne d'augmentation de la biodiversité qui, par les services qu'elle rend à la production agricole, permet à l'agriculteur de maintenir son rendement ou de le diminuer de manière très marginale et donc d'augmenter son revenu. Alors ça, c'est le bon côté de l'histoire, parce que ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on réalise ce type d'expérimentation avec des agriculteurs sur notre zone atelier. On a travaillé avec 130 agriculteurs, plus de 600 parcelles, et on constate qu'au bout de 10 ans, les pratiques agricoles de ces agriculteurs ont relativement peu évolué, peu changé, y compris les agriculteurs chez qui on a réalisé ces expérimentations dans leurs champs. En fait, alors que tout indique que l'agroécologie, l'utilisation de la nature pour l'agriculture, est une solution à la fois agronomiquement intéressante, mais surtout économiquement viable, voire même rentable. Tout indique que l'agroécologie est donc tout à fait viable, mais les agriculteurs, malheureusement, ne s'en emparent pas. Et une des raisons principales, ce n'est pas la seule, c'est que la nature, en fait, elle est plus aléatoire que l'agrochimie, ce dont on a mis un certain temps à se rendre compte, mais qui est maintenant bien qualifié. Et ça nous a incité, au niveau de notre équipe de recherche, à nous lancer dans un nouveau programme de recherche à partir de 2018 qu'on a appelé le projet Transformation, que je vais vous décrire en quelques minutes. Alors c'est un projet qui, comme son nom l'indique, est tout à fait transformatif. Notre objectif, c'est de transformer le territoire, l'agriculture, les habitants et les non-humains. C'est un projet qui est donc très inclusif et qui est très systémique, qui porte un volet agricole. Ce volet agricole, il est autour de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, mais appliquées ici à l'agriculture. Donc, par exemple, on a l'objectif avec les agriculteurs de reconquérir la qualité des sols, avoir de nouveau ou à nouveau des sols vivants. Ça passe par plein d'itinéraires techniques adaptés et mieux adaptés à la qualité et à la vie dans les sols. Mais au-delà de l'agriculture, dans ce projet, aussi pour les agriculteurs, on a tout un volet autour de la problématique du stress hydrique et de l'eau. On met en place un projet qu'on appelle le projet Courance. La Courance, c'est un petit cours d'eau qui traverse la zone atelier d'est en ouest, autour de la restauration écologique de ce cours d'eau, mais aussi de sa restauration agronomique à l'échelle du bassin versant. Et ce projet, il passe par de l'agroforesterie, la remise en place de prairies inondables, de mares, de travail autour de la source. Tout ça se fait avec des agriculteurs le long de ce cours d'eau, c'est ce qu'on met actuellement en place. Et puis, du côté de l'agriculture encore, on a un troisième volet autour de l'agri-photovoltaïsme, mais avec une vision assez atypique, on va dire, puisqu'on a l'idée de mettre en place l'idée que l'électron est finalement un bien commun. Alors, notre objectif ici, c'est que les agriculteurs produisent de l'énergie locale, utilisée locale, tout en améliorant la biodiversité. L'objectif, c'est de rendre le territoire et ses 34 000 habitants complètement autonomes d'un point de vue production électrique,
avec les agriculteurs. Ça représente à peu près une exploitation sur 10, sur des surfaces relativement modestes. Et l'idée dans ce projet électron bien commun, c'est que les 9 agriculteurs qui ne seraient pas dépositaires de ces panneaux photovoltaïques gagneraient quand même un petit peu d'argent de la part de l'agriculteur, donc en faisant de cet électron et de cette possibilité énergétique un bien commun. Alors ça, c'est le volet agricole, et l'idée de ce volet agricole, c'est de réduire le risque dont je vous ai parlé tout à l'heure, en garantissant pour les agriculteurs un revenu sécurisé, soit par les sols, soit par l'eau, soit par l'électron. Mais ce projet Transformation, il adresse aussi vous-même, les citoyens, les habitants, parce qu'on a fait le constat qu'on ne pouvait pas faire reposer la transition agroécologique sur les agriculteurs tout seuls. Donc on a besoin des habitants des territoires, notamment autour d'enjeux qui les concernent au premier chef. Évidemment, la santé, on en a pas mal parlé, mais il y a également la problématique de l'alimentation, une alimentation bio et surtout peut-être une alimentation locale, l'idée de filières courtes et de circuits courts. Et puis également un projet autour de la biodiversité qui s'adresse ici plutôt aux citoyens et aux habitants, autour des oiseaux qui pourraient être des sentinelles de la qualité de votre environnement. En gros, l'idée, et c'est celle qu'on est en train de tester, vous avez beaucoup d'oiseaux dans votre jardin, ça veut dire que votre jardin est un environnement sain et de qualité. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé et du coup, pour améliorer votre santé, améliorer la condition de vie des oiseaux et de votre jardin autour de vous. Alors c'est ce programme Santé des territoires qu'on développe actuellement. Alors c'est un programme qui repose sur l'idée que la biodiversité n'est pas seulement une source de pathogènes, comme on l'a vu dans le cadre du Covid. La biodiversité, c'est aussi une source de solutions. Dans le chapitre des solutions fondées sur la nature, ça peut aussi s'appliquer à la biodiversité. Et on postule donc que ces solutions fondées sur la nature sont une source d'amélioration de la santé. Ce projet, il se décline en pas mal d'axes, mais l'idée, c'est de rendre opérationnel ce concept une seule santé dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne voit pas beaucoup, ni de moyens, ni d'effets. Alors, on développe une problématique autour de... Donc, c'est un programme très global. Donc, il y a la santé des végétaux, avec des problématiques autour de l'épidémiologie, et notamment les maladies fongiques dans les céréales. Il y a une partie en épidémiologie animale autour de la maladie de Lyme. C'est une bactérie qui est transportée par les tiques. Et puis, il y a tout un volet autour des pesticides et de la santé des humains dans les villages. Un projet qu'on mène avec les habitants, bien sûr, mais aussi avec le monde professionnel médical du territoire et également les collectivités et les habitants. Alors, dans ce projet, ça sera ma dernière diapositive, on essaye de mettre en place, on n'essaye pas, on est en train de mettre en place une cohorte. Alors, c'est une cohorte au sens médical du terme, mais vous allez voir qu'elle est un petit peu particulière, cette cohorte. On l'appelle la cohorte partenaire, la cohorte Novland. Elle est particulière parce que, d'une part, elle est étendue à l'ensemble de la zone atelier. On a l'ambition d'avoir les 34 000 habitants partenaires de cette cohorte. Mais c'est aussi une cohorte qui est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a des non-humains dans cette cohorte. Il y a des oiseaux. Bon, ça a été un petit peu compliqué de convaincre les médecins d'accepter l'idée que des oiseaux puissent faire partie d'une cohorte médicale, mais on en a trouvé un certain nombre qui l'acceptent. Et l'idée de cette cohorte, c'est qu'elle est elle-même expérimentale, puisqu'on modifie l'agriculture, on modifie l'alimentation des habitants. Donc cette cohorte s'auto-expérimente et on a l'ambition, à travers un certain nombre d'indicateurs, de démontrer que cette cohorte améliore sa santé de manière expérimentale. Et les expérimentateurs sont en même temps les acteurs et les citoyens habitants de ces villages. Alors justement, dans le cadre de cette cohorte, on recrute des habitants partenaires, notamment sur la commune de Mougon cette année, enfin, l'ancien morceau des Gondiniers qui était Mougon. On recrute aussi des agricultrices et des agriculteurs dans le sud du département des Deux-Sèvres pour nous rejoindre, des citoyennes et des citoyens pour co-concevoir ensemble avec le monde de la santé des solutions pour réduire l'exposition aux pesticides. Donc vous avez ici les coordonnées, on a un stand à la sortie si ça vous intéresse. Et l'objectif au final de tout ce programme, c'est finalement de réconcilier les agriculteurs avec la nature, mais aussi les agriculteurs avec les consommateurs et tout ce monde-là avec les non-humains, parce que la nature est la source et la garantie de notre résilience. C'en est même un problème aujourd'hui que je considère comme existentiel. Merci infiniment de votre attention. Merci Vincent, on pourra peut-être prolonger tout à l'heure. Donc une autre agriculture est possible, réconciliée avec la nature. C'en était en tout cas
les fondamentaux. Donc, à peut-être retrouver, je ne sais pas si ceux qui veulent prolonger retrouveront sans doute, pourront prolonger un peu les choses avec le bouquin, et c'est vrai que c'était très intéressant. On va continuer sur la lancée avec Jean-Claude Oliva, donc, qui est le président de la coordination eau Île-de-France, et qui va nous parler des pesticides dans l'eau du robinet. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis en fait directeur de la coordination Île-de-France. La coordination Île-de-France, c'est une association qui regroupe à la fois des personnes physiques comme vous et moi, mais aussi d'autres associations locales et aussi des collectivités. Et alors pour savoir, pour que vous compreniez d'où je parle, je suis également élu à Bagnolet, qui est une petite ville à l'est de Paris, et à Est Ensemble, qui est un territoire. Et je suis président d'une nouvelle régie publique de l'eau qui s'est créée là il y a récemment, en 2022, donc sur ce territoire qui s'appelle Est Ensemble, qui regroupe 400 000 habitants. Donc, avant de vous parler des alternatives sur l'eau et les pesticides, je voudrais vous redonner quelques éléments, quelques données sur l'eau et les pesticides. La première, et alors elle est rassurante, elle est rassurante et elle est inquiétante en même temps, c'est que l'eau, les pesticides dans notre alimentation, ils proviennent à 95% du reste de l'alimentation et à 5% de l'eau. Ça, c'est des données de l'Organisation mondiale de la santé de 2019. Donc, vous voyez, la part des pesticides qui nous arrivent, qu'on ingère, ne vient pas essentiellement de l'eau. Pour aller dans le même sens, il y a un syndicat des eaux qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle Atlantique Eau, qui est en Loire-Atlantique, qui a publié aussi des données tout à fait récemment. Donc là, on parle de 1000 microgrammes, donc 1 millionième de gramme. Donc dans l'eau du robinet, ils ont fait des mesures dans leur syndicat. Ils ont mesuré entre 0,3 et 2,8 microgrammes d'un PFAS. Alors c'est un PFAS qui est essentiellement issu de pesticides, c'est le TFA, l'acide trifluoroacétique. Donc on a beaucoup parlé parce qu'il y en a vraiment partout. Donc vous voyez, entre 0,3 et 2,8 microgrammes dans l'eau du robinet. Ils ont mesuré dans une eau en bouteille 3,4 microgrammes. Et il y a des données, par exemple, donc vous voyez, ça c'est par litre, enfin 1 litre d'eau c'est 1 kilo. Alors il y a des données, par exemple, sur des fruits, sur des abricots, c'est 76 microgrammes par kilo. Sur des concombres, 98 microgrammes. Et sur des farines, on va jusqu'à 280 microgrammes. C'est-à-dire qu'entre un aliment et l'eau, il peut y avoir 100 fois plus de pesticides dans un autre aliment que dans l'eau. Ceci dit, les pesticides dans l'eau, c'est un vrai problème. Et notamment, c'est d'autant un problème que ça conduit depuis des années à la fermeture de très nombreux captages en France. En 40 ans, entre 1980 et 2021, il y a eu 12 600 fermetures de captages à cause de dépassements des normes pour les nitrates et pour les pesticides. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, ça fait un peu plus de 300 captages en France qui sont fermés chaque année pour ces raisons-là. Et avec des conséquences aussi économiques, parce que si on ferme un captage, ça veut dire qu'on en ouvre un autre ailleurs, et cette ouverture de nouveaux captages, ça fait 20 à 60 millions d'euros par an de coûts supplémentaires. Il y a un autre calcul qui a été fait, c'est que les dépenses annuelles de potabilisation des collectivités locales, dues au fait justement de l'agriculture conventionnelle et des pesticides notamment, pour les parcelles situées dans les aires d'alimentation de captage, se situent entre 828 et 2430 euros par hectare. Vous voyez, c'est aussi quelque chose de tout à fait considérable. C'est des coûts. Alors là, c'est une étude qui a été faite par le Conseil général du développement durable. Donc vous voyez, voilà, je vous ai donné un petit peu ces données pour
pour qu'on voit de quoi on parle quand on parle d'eau et de pesticides. Alors les alternatives, je dirais qu'il y a deux sortes d'alternatives. Il y a des alternatives de prévention et puis il y a des alternatives curatives quand l'eau est polluée et qu'il faut quand même bien faire quelque chose pour la potabiliser. Sur les alternatives de prévention, il y a des approches globales. Donc l'approche globale, par exemple, c'est d'interdire les pesticides dans les aires d'alimentation de captage. Donc là, en ce moment, il y a une loi, il y a un projet, il y a une proposition de loi, plus exactement, qui est portée par un député écologiste qui s'appelle Jean-Claude Rau, qui avance dans ce sens, enfin, qui propose ça. Ceci dit, voyez l'Assemblée nationale, voyez le gouvernement, je ne suis pas sûr que ça passe demain matin ou dans les prochains mois. Il y a une mesure qui a été prise intéressante, là, qui était mentionnée tout à l'heure par Sylvie, l'interdiction au niveau européen du fluphénacet, un pesticide PFAS, c'est le plus utilisé en France. Donc ça, c'est positif, c'est intéressant. Mais vous voyez, là aussi, la difficulté, bon, d'une part, c'est effectivement d'obtenir ce genre de résultats au niveau européen, parce que ça veut dire un rapport de force politique qui n'est pas évident. Mais en même temps, même si c'est le plus utilisé, c'est un pesticide PFAS, et le risque, c'est, bon, celui-là est supprimé, et ben demain, il y en a un autre qui va le remplacer, et on ne s'en sort pas à ce rythme-là. Dans les choses qui me semblent un peu plus avancées aujourd'hui, c'est des alternatives en termes d'approche préventive au niveau local. Et donc l'exemple que je voulais vous donner, c'est celui qui est développé par Eau-de-Paris. Donc Eau-de-Paris, c'est la régie publique de l'eau de la ville de Paris, qui existe depuis 2010, et donc qui a développé depuis 2015 un dispositif qui consiste à subventionner les agriculteurs autour de ces aires d'alimentation de captage pour qu'ils se convertissent au bio et pour qu'ils fassent du bio. Et donc là, ils ont commencé à faire ça. Alors, ils ont dû d'abord obtenir une dérogation européenne, une autorisation au niveau européen de faire ça, parce qu'au départ, qu'une régie publique de l'eau, qu'un producteur d'eau finance les agriculteurs, c'est pas vraiment dans son champ d'action direct. Normalement, l'eau, la facture d'eau doit être utilisée directement qu'à la production et au transport de l'eau et à sa distribution. Donc, ils ont eu cette autorisation, et là maintenant, 10 ans après, ils commencent à avoir des résultats. Et donc, donc je vais vous donner quelques chiffres qui ont été donnés pour la zone concernée. Alors, ça concerne plusieurs départements. C'est des captages qui sont assez loin de Paris, qui sont dans le département de l'Yonne, qui sont en Normandie aussi. Donc, c'est des captages pour des eaux qui sont des eaux de nappe souterraines, et donc en Seine-Maritime également. En fait, ils ont réussi avec cette action. Donc l'action, le montant versé, c'est 47 millions d'euros. Donc c'est quand même un montant significatif. Et donc ils ont ciblé des zones qui font 17 000 hectares. Enfin, il y a 17 000 hectares qui sont dans ce dispositif, ce qui représente 1,5 fois la surface de Paris. Et donc, c'est 115 agriculteurs qui ont bénéficié de cet investissement de 47 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, voilà, ce que le bilan à mi-parcours, donc parce que ça a commencé de 2015 à 2020, ça a été, je dirais, la démarche administrative pour la mise en place. De 2020 à 2025, c'est le début de l'action. Donc là, on est à mi-parcours, et l'action se terminera en 2030. Donc il y a 55 tonnes de phytosanitaires en moins dans l'environnement. Et donc une diminution de 77% sur l'ensemble de la zone des produits phytosanitaires utilisés, 4 fois plus de surface en agriculture bio, et ce qui représente 60% des agriculteurs engagés, finalement pour un coût assez modeste.
parce que c'est un coût qui est très inférieur au coût de dépollution de l'eau en fait. Voilà, là ils ont même fait le calcul, c'est 4 centimes. Cette action, ça représente 4 centimes par mètre cube d'eau produite. C'est très très peu en fait. Voilà, donc une action qui produit des résultats au niveau local et des résultats assez significatifs et qui peut être généralisée. Alors, je ne sais pas les résultats de leur action, mais Munich a fait ça depuis longtemps également. C'est une ville qui, il y a 30 ans, avait commencé aussi avait commencé à faire ça. Il y a une autre, il y a une autre expérience qui est faite également, aussi plus proche d'ici. Alors, c'est pas le même... comment dire, c'est avec un label qui s'appelle Terre de Source. Et donc là, c'est la régie qui s'appelle Au haut du bassin rennais. Et donc là, c'est le label qui valorise effectivement ceux qui font une agriculture et qui font une production alimentaire, je dirais, en transition écologique et de reconquête de la qualité de l'eau autour des champs de captage. Donc c'est pas exactement la même démarche. Il n'y a pas d'injection je dirais, d'argent qui vient de l'agence de l'eau ou d'eau de Paris. Mais là, c'est le label qui fait que ceux qui sont le label, donc qui prennent les bonnes mesures de protection de l'eau, bien entendu, sont valorisés. C'est également intéressant. Alors ça, c'était des approches préventives. Maintenant, il y a également des approches curatives. Mais dans les approches curatives, donc on est obligé, on a de l'eau, on prend une eau brute dans l'environnement qui contient des pesticides, qui ne contient pas que des pesticides d'ailleurs, hein, qui contient des PFAS industriels, qui contient des microplastiques, qui contient plein de choses. Donc il faut bien la rendre potable, il faut bien la nettoyer. Et en fait, là, il y a plusieurs solutions. Et en fait, alors nous, en région parisienne, on a eu un grand débat public en 2023-2024. Parce qu'il y a un des producteurs d'eau qui est le syndicat des eaux d'Île-de-France, qui travaille avec Veolia qui est très lié avec Veolia, qui lui dans le domaine d'une approche, dans un domaine exclusivement curatif et dans la surenchère technologique avec une technologie très coûteuse qui s'appelle l'osmose inverse basse pression. Outre le fait qu'elle soit très coûteuse, alors pour vous dire très coûteuse, tout à l'heure on parlait, je vous disais 4 centimes par mètre cube. La mise en place de l'osmose inverse basse pression, c'est 40 à 50 centimes d'augmentation par mètre cube. Vous voyez le hiatus. Et ça pose plein de questions parce qu'en fait, c'est une technique qui consiste à déminéraliser complètement l'eau. Ça enlève tout, ça enlève les micropolluants, mais ça enlève les sels minéraux. Donc il faut reminéraliser derrière. Et pour reminéraliser derrière, ce qu'ils ont trouvé, c'est de mélanger 2 types d'eau. C'est-à-dire qu'ils mélangent l'eau qui est passée en osmose inverse basse pression et de l'eau de la filière classique pour garder des sels minéraux. Mais donc au final, donc ça fait un mélange, un quart, 3 quarts, quelque chose comme ça, ou un tiers, 2 tiers. Mais au final, ça veut dire qu'il y a quand même des micropolluants. Donc ils nous vendent ça comme une eau ultra pure, voilà, vous risquez plus rien, on vous enlève tout, etc. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Mais il faut reconnaître que ça abat quand même les micropolluants. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. Et donc l'autre exemple que je trouve plus positif d'une approche curative, c'est ce qui a été mis en place aussi par Eau de Paris sur son usine d'Orly. Alors l'usine d'Orly, c'est au bord de la Seine. Donc là, c'est de l'eau de la Seine. Alors a priori, l'eau de la Seine, elle est plus polluée que l'eau des nappes souterraines dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, c'est un dispositif qui s'appelle charbon actif à renouvellement continu. Et alors, ce qui est intéressant dans ce dispositif, outre le fait qu'il soit beaucoup moins cher que le dispositif d'osmose inverse basse pression, c'est qu'en fait, il est modulable. C'est-à-dire que l'eau de la Seine, elle est d'abord orientée, avant d'être traitée pour devenir de l'eau potable, elle est orientée dans un petit canal parallèle au cours d'eau, et elle est analysée en continu. Parce qu'en fait, la pollution n'est pas continue.
C'est-à-dire que l'eau, les pesticides, ils arrivent quand il y a des précipitations importantes qui lessivent les sols. Ou alors ils arrivent quand les agriculteurs font des épandages. Donc c'est pas tout le temps, c'est à certains moments. Donc l'eau est analysée en continu. Quand effectivement les analyses montrent qu'il y a la dose de pesticides, la charge de pesticides dans l'eau est en train de monter, eh ben, le renouvellement des charbons actifs est actionné beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. On renouvelle beaucoup plus les charbons actifs. Parce que le principe des charbons actifs, c'est de précipiter les molécules, toutes les molécules avec lesquelles ils sont en contact, donc ils précipitent en surface. Sauf qu'une fois qu'un grain de charbon il a précipité, il peut pas précipiter une deuxième fois les molécules qui viennent après. Donc il faut tout de suite le changer, il faut tout de suite l'enlever. Donc là, le système, c'est d'accélérer ce processus. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que les polluants sont détruits. C'est-à-dire que les charbons actifs qui ont précipité des polluants, des PFAS, des pesticides, etc., ils sont retirés, ils sont passés à haute température, et donc les molécules toxiques sont détruites. Voilà. Et le charbon actif, il peut être renouvelé jusqu'à 10 fois. Donc c'est aussi en termes de recyclage, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour l'autre technologie, l'osmose inverse basse pression, il n'y a pas de destruction des pesticides. Le concentrat qui est enlevé, qui concentre, donc il y a une partie d'eau purifiée, l'autre partie d'eau qui concentre tous les pesticides, PFAS, micropolluants, est rejetée dans le cours d'eau. Donc vous voyez la différence. Donc tout ça pour dire que bon, il y a quand même la situation peut être sombre, mais en même temps il y a des possibilités intéressantes qui nous sont offertes d'avoir une eau potable au robinet de bonne qualité et qui nous rend pas malades. Merci. Merci Jean-Claude Oliva. On va poursuivre notre tour de table. On va retrouver Louis-Adrien Delarue et Pierre-Michel Perrineau d'Alerte Médecins sur les pesticides. Et cette fois-ci, vous allez nous parler des ordonnances vertes. Oui, on va essayer de moins plomber l'atmosphère que la première fois. Cette histoire d'ordonnance verte, c'est parti il y a 1 an dans notre association, puisque après la réponse gouvernementale à la crise agricole, on était un peu scotché, enfin comme beaucoup de gens. Et donc on voulait quand même faire part de notre indignation, l'indignation que tout ça reposait sur des données scientifiques, celles de l'INRAE, j'y reviens pas, celles de l'INSERM, je n'y reviens pas, qui ont été mises de côté. Mais une fois qu'on s'est indigné, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on s'est dit qu'on avait quand même une responsabilité, c'était de tenter de mobiliser les soignants. Et sur plusieurs thèmes, mais sur un particulièrement, qui est la protection des femmes enceintes. Je vais m'expliquer. En fait, ce qu'on voulait surtout, ce qui nous paraissait incroyable, c'est que l'expérience qui avait été tentée, qui a été menée à Strasbourg depuis maintenant 2 ans, ne soit pas dupliquée par les autorités. Mais quand on voit les mesures qu'elles ont prises, on n'est pas surpris. Donc on n'attendait plus rien du ministère de la Santé. Et donc on s'est dit que qu'il fallait à notre niveau essayer de bouger les soignants qui voudraient bien nous suivre. Et pour faire quoi ? Eh bien pour mettre en place ces fameuses ordonnances vertes sur le modèle de ce qui a été fait à Strasbourg, ce qui nécessite de réunir 3 mondes qui n'ont pas tout à fait l'habitude de travailler ensemble. Le monde des soignants, je l'ai dit, qui lui souhaite, un certain nombre de soignants souhaitent qu'il y ait une politique de prévention par rapport aux perturbateurs endocriniens dont font partie, on l'a expliqué tout à l'heure, de nombreux pesticides, et que cette politique cible la grossesse. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où l'action hormonale qui contrôle un certain nombre de fonctions est la plus mise en œuvre finalement,
et a le plus de chances de créer des dégâts qui vont se traduire plus tard dans la vie. Même si ce n'est pas la seule période, mais on met la lumière sur cette période. Donc premièrement, le monde des soignants. Deuxièmement, le monde de la bio. Pourquoi le monde de la bio? Parce que dans les ordonnances vertes, il y a le mot ordonnance. Ça veut dire qu'on va demander aux soignants de rédiger une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il y aura un côté information sur les perturbateurs endocriniens, mais Louis-Adrien va développer, et il y aura la fourniture toute la grossesse d'un panier de fruits et légumes bio, puisqu'il faut protéger des pesticides qui sont contenus dans l'alimentation. Et donc, vous me voyez venir, le troisième monde qu'il faut réunir, c'est celui des élus locaux, puisque pour mettre ça en place, il faut des sous. C'est pas des budgets extraordinaires, hein. Pour Strasbourg, c'est 0,1% du budget de la municipalité, mais c'est quand même ça. Il faut des sous, et il faut surtout une volonté politique. Celle qui consiste à dire, sur le plan scientifique, on sait des choses. Les connaissances concernant le risque pendant la grossesse sont béton. Et pourtant, on a une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Et pourtant, rien n'est mis en œuvre. C'est pas nous qui le disons, c'est l'Inspection générale des affaires sociales qui a fait un rapport sur la seconde stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Et ils disent en gros, ça c'est génial, ce qui a marqué dans la stratégie, c'est très très bien. Il n'y a qu'un problème, c'est que c'est pas mis en œuvre. Voilà. Donc, c'est ça notre ambition. Maintenant, je laisse à Louis-Adrien le soin de vous préciser quand même un peu les choses. Merci Pierre-Michel. Oui, donc on a dit que l'objectif, c'était pas de rester paralysé par toutes les mauvaises nouvelles qu'on annonce de conférence en conférence ou de sensibilisation en sensibilisation auprès des soignants ou du grand public, mais c'est à un moment donné en faire quelque chose et cesser de subir finalement pour agir. Et donc, nous, en fait, Ordonnance Verte, ça nous parle. Ce qu'a fait Strasbourg, il se trouve que c'est une commune de majorité écologiste qui a lancé la chose. Et l'adjoint au maire est un médecin généraliste qu'on connaît bien, qui fait partie de notre sérail syndical, etc. Et qui avait déjà lancé un truc, si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle Sport Santé. C'est le sport sur ordonnance, en quelque sorte. Et donc, il a imaginé la même chose, version femme enceinte, c'est-à-dire que les publics les plus vulnérables, que sont la femme enceinte, l'enfant, le fœtus, puissent être protégés au mieux de ces perturbateurs endocriniens à travers la délivrance de paniers bio, intégralement bio, quelle que soit la couche sociale. Et ça, tout le long de la grossesse. En tout cas, 7 mois de grossesse, 28 semaines à peu près. Et cette délivrance de paniers bio par des maraîchers bio locaux doit être assortie de 2 consultations ou de 2 ateliers de sensibilisation à la pollution chimique en général, en particulier des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les paniers sans les ateliers et inversement. Comme l'a dit Pierre-Michel, tu parlais de trio, alors moi du coup je parle de quatuor vertueux, puisqu'il y a les citoyens que ça mobilise là-dedans. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, on le disait tout à l'heure quand je disais le bio c'est pas pour les bobos en réalité, c'est pour tout le monde, mais il y a des gens, ils ont cette idée en tête que le bio c'est un truc un peu comme ça, oui c'est des écolos, etc. Et donc en fait on vient par ce moyen-là lisser les inégalités de pensée, en plus de lisser les inégalités sociales de santé. C'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et en fait, Strasbourg a fait les choses par palier, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, ben, pour l'instant, on va cibler tant de femmes enceintes, donc tant de paniers bio, il faut le budget, il faut voir si ça fonctionne en termes de logistique, parce qu'il faut que les ateliers de sensibilisation, il faut bien les faire quelque part, où est-ce qu'on délivre les paniers, et puis il faut que les maraîchers s'organisent aussi. Hein. Et puis ils ont fait ça par étapes, et puis c'était un succès, donc leur expérimentation s'est transformée en quelque chose de pérenne. Et donc, ils essayent de toucher maintenant les 1500 femmes de l'agglo de Strasbourg, les 1500 femmes enceintes de l'agglo de Strasbourg. Voilà. Je vais raconter un peu où on en est maintenant en France sur ces ordonnances vertes à travers mon expérience personnelle, parce que j'ai l'immodestie de penser que ça peut porter un vent d'espoir. Et donc, comme mon exemple, je l'ai sous le nez, je vais vous la raconter, puisqu'en fait, ça me permet aussi d'introduire autre chose, c'est que
moi, j'essaye de créer une consultation dans nos cabinets de médecine générale, une consultation de santé publique avec une infirmière de santé publique qu'on appelle une infirmière ASALÉ, Action Santé Libérale en Équipe. Vous en avez dans les Deux-Sèvres. Donc moi, je travaille dans mon cabinet avec une infirmière de santé publique. Et ces infirmières de santé publique, elles ne sont pas formées à ces sujets de perturbateurs endocriniens comme nous à la fac en médecine. Et donc, moi, quand je voyais les femmes enceintes ou quand il y avait des projets de grossesse, je passais 1 heure, les personnes venaient en disant bah, « moi je suis enceinte, parlez-moi du suivi de grossesse », et moi je leur parlais des perturbateurs endocriniens. Sauf que c'était très long parce qu'il fallait que je leur parle du reste quand même, puis que je leur prescrive leur prise de sang, etc. Et donc j'y passais 1 heure comme ça. C'était très intéressant, mais c'était compliqué. Et donc j'avais interpellé mon infirmière, ma collègue infirmière, en disant bah, pourquoi on montrait pas un groupe de travail pour créer une consultation type de santé publique. C'est-à-dire moi je reçois une femme enceinte dans mon cabinet, où il y a un projet de grossesse qui se prépare, hop, je l'oriente vers l'infirmière de santé publique qui a du temps, qui a 1 heure de consultation, c'est gratuit pour les gens, et elle peut revoir les femmes pour répondre à leurs questions au cours de la grossesse. Il y a déjà des ateliers de sensibilisation qui se font dans notre hôpital à Angoulême, mais les femmes sont déjà enceintes, et parfois avec une grossesse déjà avancée, et en attendant, elles peuvent être soumises à différents polluants et ne pas en avoir conscience, et parfois de manière très très importante, soit par le biais de leur travail, soit parce qu'à la maison, elles utilisent par exemple des prises anti-moustiques, puisque les pubs pour prises anti-moustiques qui filent des leucémies chez les enfants sont sur des pubs et ciblent des jeunes parents avec des bébés couchés sur le parquet stratifié avec les iconographies de prises anti-moustiques. Et donc on monte ce groupe de travail à 7, 8, 9, 10, ça dure depuis 5 ans, on a été ralenti par le Covid. Et ce groupe de travail, il est destiné à créer une formation nationale pour les couples généralistes, infirmières de santé publique, dans les maisons de santé ou dans les cabinets de médecine, dans l'idée que les professionnels de santé ambulatoires, qui voient les projets de grossesse les plus en amont, ou les grossesses les plus en amont, puissent s'emparer de ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer, et je vais relier ça à Ordonnance Verte, que nous avons été retenus pour faire cette présentation à toutes les infirmières de santé publique de France dans 15 jours à Paris pour le congrès national ASALÉ. Et ça, c'est pour créer cette formation nationale. Et donc, du coup, générer des consultations de santé publique sur ces sujets-là. À la fois pour que les citoyens se mobilisent, et à la fois pour que les soignants se mobilisent. Parce que les infirmières, comme les sages-femmes, sont plus sensibles que les médecins. Les médecins, d'abord, ils ont la tête dans le guidon avec la désertification médicale. Ils ont 3-4 motifs de consultation à gérer d'un coup, avec des délais qui se rallongent. Donc, ils ne connaissent pas bien le sujet, donc c'est pas très simple. Mais on sait que si on va toucher leur infirmière ASALÉ, l'infirmière ASALÉ, entre deux portes et au café, elle va dire « Eh oh, dis donc là, on en est où là? Moi, j'ai envie de le lancer, cette consultation, donc il faut y aller. » Voilà comment on va les mobiliser. Et pour parler d'Ordonnance Verte, ce groupe de travail, à force de travailler avec mes collègues infirmières, elles se sont acculturées au sujet, elles se sont formées. Moi, j'ai fait des formations auprès de Pierre Michel. Mes collègues se sont formés aussi à la Haute École de Santé Publique de Paris, etc. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à sensibiliser des maisons de santé pluridisciplinaires, des CPTS, des élus. On intervient maintenant pour l'école d'infirmières d'Angoulême de Charente depuis 2 ans maintenant. On va faire la 3e intervention cette année. Et donc, on est de plus en plus reconnus sur le territoire comme ça, de plus en plus sollicités. Et un jour, il y avait une infirmière de notre groupe qui travaille sur une commune du Nord Charente, qui s'appelle Terre de Haute-Charente. Et je lui dis, bon, et ton médecin, qu'est-ce qu'il fait là? Tu fais partie du groupe de travail, on va faire les réunions à chaque fois à Terre de Haute-Charente, et on n'a toujours pas fait la formation ou la sensibilisation à votre maison de santé. Ah oui. Bon, on finit par la faire il y a 1 an et demi. Et sur la maison de santé, ce qui est intéressant, c'est pas que des médecins. C'est des infirmières, il y a les secrétaires, enfin il y a tout le monde, quoi. Il y a les agents de service, etc. Il y a les pharmaciens, on avait invité des pompiers, enfin il y a beaucoup de monde. Et puis tout le monde est ahuri de la présentation en disant c'est pas possible, on n'y connaissait rien, mais c'est fou, c'est dingue. Enfin il y a ce côté comme ça paralysant. Et puis comme la 2e présentation, on la présente sur les alternatives aux perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement, eh bien ça redonne une note d'espoir. Et puis le temps passe un petit peu, et puis mon collègue médecin de cette maison, un des collègues médecins de cette maison de santé, vient me voir en disant écoute, moi ça m'a vraiment interpellé ce truc-là, et j'ai vu une émission à la télé sur l'initiative de Strasbourg, Ordonnance Verte, qui était à l'époque la seule commune, la seule agglo à avoir lancé ce sujet-là.
Et il dit, j'ai toqué à la porte de ma mère, M-A-I-R-E, la mère de sa commune, et elle lui dit, bah, banco, on va le faire, on est une petite commune, mais après tout, pourquoi on le ferait pas, nous? Et donc on toque à la porte d'une maraîchère là, qui est en permaculture, sans pesticides, et qui dit, bah oui, banco, moi je suis OK. Et la mairie s'est mise à financer à la fois l'ensemble des paniers bio, intégralement pour le coup, et les ateliers de sensibilisation sur Terre de Haute-Charente se font par l'infirmière Azalet directement. Ce n'est pas des ateliers, c'est directement une consultation individuelle du coup, qui est précise avec la patiente. Et on invite évidemment le couple, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité sur la seule femme enceinte, qui a déjà bien d'autres responsabilités à gérer. Et donc, en fait, Terre de Haute-Charente lance l'initiative Ordonnance Verte, petite commune, petit pousset de la France. Et puis, les journaux s'en emparent, les journaux locaux. Ça fait des émules. On me fait réintervenir pour une conférence grand public pour le lancement. Et puis là, dans le public, il y a la sénatrice de Charente, Nicole Bonnefoy, qui connaît bien le sujet des pesticides, puisqu'elle avait fait un rapport parlementaire sur le sujet en 2012. Et Nicole Bonnefoy, elle est aussi au conseil départemental, comme quoi le cumul des mandats, parfois, ça sert un petit peu. Ça ne veut pas dire que je suis pour. Hein. Et donc, elle est au conseil départemental. À l'époque, elle était vice-présidente du conseil départemental. Et elle a dit, mais moi, du coup, ça m'intéresse à fond, ce truc-là. Il faut que le conseil départemental, qui a la compétence protection maternelle et infantile, PMI, protection maternelle et infantile, se lance sur le sujet. Et d'où on doit pouvoir aider les communes et les agglos à financer ces paniers bio dans l'idée de pouvoir les délivrer à toutes les couches de la population. Et donc, là, j'ai la bonne nouvelle, même s'il y a des dissensions internes actuellement au conseil départemental d'arbitrage, etc. Est-ce qu'on finance intégralement? Est-ce qu'on finance côtière, etc. En tout cas, là, a priori, dans 15 jours, le conseil départemental va voter un budget pour aider les communes de Charente à faire ce dispositif ordonnance verte. Et donc, il y a un déblocage d'une somme de 500 000 €, ce qui n'est pas énorme pour un département, mais enfin, c'est un premier pas, c'est la technique du pied dans la porte, comme on dit, et on espère bientôt, en poussant, qu'on aille beaucoup plus loin sur ce dispositif d'aide financière. Et puis, dans la foulée, alors moi, il se trouve que j'interviens beaucoup sur les perturbateurs endocriniens, y compris sur les réseaux sociaux, donc les gens commencent à s'acculturer, y compris les élus locaux avec qui je peux être en lien, même quand ils sont dans l'opposition, enfin dans mon opposition, qui s'opposent à moi politiquement, ne serait-ce que sur les sujets de santé environnementaux. En tout cas, ça imprègne. Et puis, de fil en aiguille, ils ont vent aussi de l'initiative de Strasbourg et ils lancent leur ordonnance verte qui s'appelle le panier Jeune Pousse sur Angoulême. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle plus grand que Terre de Haute-Charente. Et donc, Grand Angoulême, c'est 38 communes et beaucoup plus de femmes enceintes. Et donc, ça y est, c'est lancé depuis 1 an. Et puis, comme les élus aiment bien se tirer la bourre entre eux, l'idée c'est vraiment de les mettre quelque part en concurrence communicationnelle. Et Grand Cognac a dit « Et nous ?» Alors surtout que c'est comme le rugby, en Charente, c'est Cognac vs Angoulême. Donc là, Grand Cognac a eu la bonne idée aussi, même si on est au cœur des pesticides, des vignes, de dire « Nous aussi, on va le faire, ordonnance verte ». Et donc, au mois d'avril ou mai, vous avez, je ne sais plus combien de communes, 55 communes supplémentaires du Cognacet qui vont se lancer dans le dispositif ordonnance verte. Et puis, moi, je continue à donner... Alors, au Cognac, j'avais donné une sensibilisation aux élus il y a quelques années. Et puis, j'en ai fait une là. Donc, cette fois-ci, c'est des maraîchers bio. Parce que j'avais présenté le dispositif ordonnance verte à la Maison de l'agriculture biologique de Charente. Ils ne connaissaient pas, ils sont enchantés. Ah oui, comment on peut faire du lien, etc. Et puis, il y a un maraîcher bio qui a dit moi, je veux qu'on fasse ça sur Pays Sud Charente, qui concerne 3 petites communes. Et puis, on va mettre autour de la table des soignants, enfin des professionnels de santé, des élus, etc. Et puis, on voit si on peut le lancer. Donc, lui, il s'est chargé de trouver des maraîchères bio qui étaient OK pour se lancer. 3 maires, MAIRES, des 3 femmes de ces communes-là, qui ont dit oui, banco. Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, maintenant, on est à 97 communes en Charente à faire les ordonnances vertes. Voilà. Alors ensuite, là, toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est qui peut être les porteurs de projets. Les porteurs de projets, ils peuvent être divers. Ça peut être des élus qui se lancent et qui vont toquer à la porte des soignants et des maraîchers. Ça peut être des maraîchers, et on a des exemples d'AMAP qui ont discuté de ça en France,
et qui sont allés parler à leurs élus et à leurs soignants. On a des... qu'est-ce que j'ai dit les professionnels de santé par le biais des CPTS. C'est un nom abscon qui veut dire communauté territoriale de santé. En gros, c'est sur un territoire la réunion de tous les cabinets médicaux et de maisons de santé pluridisciplinaires qui s'organisent pour porter des thématiques particulières. Et on a des CPTS qui se lancent sur le dispositif ordonnance verte, avec des financements, des cofinancements divers, mais si ça vient dans les questions, on pourra y répondre plus précisément, parce que là, j'ai peur d'être un peu lourd. Et donc, aujourd'hui, les ordonnances vertes, c'est tout ça. Sauf que... Je vais préciser sur les... Alors, il y a des pesticides, il y a trois coloris, vous avez vu, hein, jaune, vert, marron. Les verts, c'est aujourd'hui les dispositifs ordonnances vertes qui se font en France, soit des communautés de communes, soit des agglos. En jaune, c'est en discussion, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas loin d'y arriver. Et puis les marrons, c'est les porteurs de projets qui réfléchissent au sujet et qui disent nous aussi on veut se lancer sur ordonnance verte. Notre objectif à nous là, c'est d'institutionnaliser ordonnance verte en France. C'est que le bio parle à tout le monde et que ça reste pas un truc de bobo, enfin en tout cas avec les espèces de lieux communs qu'on entend, et de protéger les femmes, de mobiliser tous les soignants qui connaissent pas bien ces sujets et de faire pression sur les élus. Vous l'avez compris. Le marron, là, au-dessus de... entre La Rochelle et Limoges, c'est où exactement Près de La Rochelle. C'est une capture d'écran, je sais pas. Alors, cette carte-là, c'est une capture d'écran. En fait, c'est ça que j'ai oublié dans mon intervention. Il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais pris des notes pour essayer de rien oublier, mais j'ai oublié ça. Nous sommes membres de l'alerte des médecins sur les pesticides, qui est un site internet, qui s'appelle maintenant Alerte des médecins sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, mais qui n'en a pas encore le nom sur le site internet. Et ça viendra, je pense. Et donc, sur le site de l'alerte des médecins sur les pesticides.fr, vous allez trouver un onglet en haut, là, sur la barre, ordonnance verte. Vous cliquez sur ordonnance verte et vous allez avoir un lien vers cette carte. Et sur cette carte, vous allez pouvoir bouger et surtout l'agrandir pour mieux voir les projets et les communes. Et en face de chaque commune, l'alerte des médecins sur les pesticides a eu la bonne idée de mettre des contacts. Donc moi, je suis en contact pour les communes de Charente, avec d'autres collègues, avec nos adresses mail. Parce que du coup, comme les modèles peuvent s'adapter en fonction de la taille de la commune, de si on est en rural, si on est en ville, quel est le groupement d'agriculteurs biologiques du coin, etc., eh bien, il faut pouvoir avoir différents exemples pour s'approprier son dispositif d'ordonnance verte au plus près de la localité dans laquelle vous vivez. En Deux-Sèvres, on est sur des débuts de projet. D'abord dans la petite commune de Chizé, dans le Mélois, et puis aussi à Saint-Hilaire-la-Palud, dont le maire doit être parmi nous. Et puis nous avons aussi des contacts pour Briouc-sur-Boutonne et Mel, et Saint-Mexan, pardon. Et l'agglo de La Rochelle qui est dans les starting blocks. On va y travailler en tout cas. Donc merci beaucoup pour... Ah pardon. Ah non, j'ai un dernier truc à faire, à dire. Ça Oui. prend une seconde. Excusez-moi. Ah non, mais c'est qu'en fait, tout ça, moi je suis plein d'énergie pour ça, hein, et à donner du temps pour ça. Mais il se trouve que la maire de Poitiers, hier, m'a téléphoné pour commencer à réfléchir sur le prochain, pour mettre ça à l'ordre du jour peut-être, pour les municipales. Donc les municipales, c'est un enjeu. Il va falloir discuter d'ordonnance verte. Hein. Il va falloir faire la chambre d'écho. Et on ne chuchote plus ordonnance verte, on crie ordonnance verte. Bravo. Donc pour que ordonnance verte puisse exister, il faut qu'il y ait des agriculteurs bio. On va tout de suite leur demander de venir me rejoindre. Donc un apiculteur en biodynamie, Loïc Michaud. Dany Blondiot, qui est céréalier, qui fait des légumes secs. Simon Briand, Philippe Rabot et Jean-Paul Gobin. Donc pendant que les autres s'installent, Loïc, peut-être, donc apiculteur en biodynamie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. Moi, c'est Loïc Michaud. Je suis apiculteur amateur depuis à peu près une quinzaine d'années.
Et depuis 3 ans, je suis coprésident d'une association pour la promotion de l'apiculture naturelle et en biodynamie, puisqu'on a un formateur au sein de l'association qui est spécialisé en apiculture biodynamie. Et on fait la promotion d'une autre apiculture qui est pas, alors ça va peut-être étonner beaucoup de monde, hein, mais qui est pas du tout orientée sur la production de miel, mais qui a pour objectif de permettre aux abeilles de rentrer dans une certaine forme de résilience. Alors je vais pas approfondir ce que l'on fait, mais en tout cas on permet depuis 3 ans des apiculteurs amateurs de s'orienter vers des pratiques bienveillantes pour les abeilles mellifères, parce qu'il y a aussi les abeilles sauvages bien évidemment. Voilà, donc on organise des stages sur tout d'abord les autres ruches qu'il existe, parce que tout le monde connaît la ruche d'Adam, c'est la boîte qui a été inventée dans les années 50 pour optimiser la production de miel. Donc nous, on est plutôt sur des ruches de biodiversité, c'est-à-dire les ruches paille, les ruches troncs, les ruches foirées. Et puis là, à mon grand plaisir, à la fin du mois, on va organiser 2 jours de stage sur ce que c'est que l'apiculture naturelle, comment on peut accéder, avec un ancien apiculteur professionnel qui, lui, s'est repenti de l'apiculture, si je peux le dire comme ça. C'est Mathieu Angot, et qui, aujourd'hui, commence à intervenir dans les CFPPA, c'est-à-dire lycées agricoles, etc., pour promouvoir cette apiculture naturelle qui prend un nouvel essor, là, depuis plusieurs années, à la fois chez nous, parce que nous, on est dans le Marais Poitevin, mais au niveau national et puis européen. Ok, alors peut-être on rebond du système que décrivait tout à l'heure Vincent Bretagnol. De quoi vous avez besoin pour pouvoir faire ce type d'apiculture biodynamique? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'apiculture et l'agriculture sont très liés. On ne fait pas d'apiculture sans agriculture, mais c'est important de le dire aussi, on ne fait pas d'agriculture sans apiculture, puisqu'effectivement, le rôle des abeilles, qu'elles soient sauvages, qu'elles soient domestiques, c'est d'assurer la pollinisation aussi bien des grandes cultures. Chez nous, principalement, on a 2 périodes, c'est le colza et le tournesol, mais aussi d'assurer les cultures potagères. Alors, je sais que j'ai un maraîcher à côté de moi, il dira pas le contraire. Voilà, donc forcément, quand on a une agriculture biologique, on va avoir des abeilles en bonne santé. Chez nous, en Deux-Sèvres, et c'est peut-être pas un hasard, on n'a pas d'apiculteurs bio. Pourquoi? Parce que il faut que les ruches soient disposées à plus de 5 km de culture conventionnelle traitée. Donc 5 km, c'est quasiment d'un village à un autre, c'est des centaines d'hectares et c'est compliqué, voire impossible, puisqu'aujourd'hui on en est là, à pas avoir d'apiculteurs bio, d'avoir une apiculture biologique. Ok, donc on va continuer cette discussion, mais on va passer le micro à côté à Dany Blondiot, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien. Moi je suis agriculteur bio sur la commune de Chizé depuis 2012. Vous faites des céréales et des légumes secs? Céréales, oui, très peu de céréales en fait, puisque en bio, comme disait Vincent, niveau revenu, rendement, c'est pas le plus facile. Non, mais plus de légumes secs, lentilles, pois chiches, chia, haricots blancs, enfin. Vous avez toujours quinoa. été installé en bio ou c'est Non, depuis 2012, non. Depuis J'ai fait 2012. 20 ans d'agriculture conventionnelle. Et est-ce qu'on peut savoir... J'ai pris la suite de mon père, en fait, et à sa retraite, je me suis retrouvé tout seul à faire ça, et enfin, je m'y retrouvais pas, ça me plaisait pas. Donc, j'ai pris la décision de passer en agriculture bio. Il a fait des bons, mon père a fait des bons pas possibles. Après, c'était mon plus fervent défenseur. Et en fait, tout ça pour dire que ça se passe très bien. J'en vis largement aussi bien que par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et on entend souvent le discours comme quoi c'est très compliqué, c'est difficile, c'est un peu technique, mais il y a rien de sorcier. J'y arrive et je suis pas un surhomme de l'agriculture. Il faut juste travailler avec les météos et puis voilà, quoi. Et on se passe très bien de pesticides. Les terres s'en portent que mieux. Il y a plein de vers de terre dans le sol et il y a de la demande malgré ce qui se dit
marché bio qui s'écroule, la demande a chuté un peu avec le Covid, mais les prix sont encore là, les prix se maintiennent et on peut largement vivre sans souci, quoi. Et par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est le monde autour et comme Vincent disait, d'arriver à faire passer le message comme quoi on peut y arriver en agriculture bio. Toutes les personnes que je vois autour de moi en conventionnel, soit elles sont dans le déni complet, pour eux ils ne polluent pas du tout, alors ils sont responsables ou pas, je ne sais pas, c'est un autre discours. Et ils attendent qu'une chose, c'est que l'agriculture bio se casse la figure en fait. Et pour eux, les substituts, il n'y en a pas. Et ce qui est aberrant, c'est qu'ils voient bien les parcelles des agriculteurs bio, comment ça se passe, c'est complètement crédible, ça tient la route, et malgré ça, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils peuvent très bien se passer de Bayer, Monsanto et autres, quoi. Et ça, je ne sais pas comment faire. J'ai reçu une personne qui parlait des lycées. J'ai reçu plusieurs classes agricoles, de lycées agricoles, qui allaient de l'apprentissage au BTS. Et la première heure, je me suis dit, bon, j'arrête, j'ai fait une pause. Je dis, bon, ça vous intéresse pas, j'arrête, je fais autre chose. Et on sentait très bien qu'ils étaient... ça les faisait rire, quoi. Et, donc du coup, après, on a parlé un peu chiffres, un peu matériel. Alors que le matériel, bon, ça les fait rêver. Il y a que ça qui, malheureusement, quoi. Et après, on a réussi à avoir une discussion. Mais tout ça pour dire que la première image, je les faisais rigoler, quoi, en fait. Et là, je les vois. Le projet de Vincent est intéressant, mais il va y avoir du boulot, je pense, hein, parce que quand je vais partout dans les COP, dans les réunions agricoles, enfin, c'est. Vincent, il n'a pas l'air impressionné, il en a vu d'autres. Ouais, non, c'est... Alors, à côté, il y a un jeune quand même, donc je propose qu'on lui passe la parole tout de suite, Simon Briand. Justement, vous êtes allé sur l'agriculture biologique, visiblement, ce n'était pas forcément ça qui enseignait majoritairement, voilà, et ce n'est pas forcément le contexte favorable, mais pourtant, vous y êtes allé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Quand j'ai voulu, il y a une prise de conscience qui s'est réalisée il y a une quinzaine d'années en fait. J'avais à ce moment-là 20 ans et je sais pas, je m'inquiétais un petit peu pour demain. J'avais besoin d'être rassuré et c'est vrai que bon, quand je voyais l'environnement, la façon de produire face à l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement, je me demandais, on avait tous une assurance pour notre voiture, on avait tous une assurance pour notre maison, mais pour ce qui concernait l'alimentation, ça m'inquiétait pour demain. Donc en fait, moi j'ai cette chance-là, et je suis né dans une ferme. Donc mes parents nous ont poussé à faire des études pour qu'on puisse avoir le choix demain de pouvoir choisir entre guillemets ce qu'on souhaitait faire. Et c'est vrai que on a vraiment pratiquement, on n'est jamais monté dans un tracteur. Mais à l'âge de 20 ans, en fait, il y a une quinzaine d'années, à ce moment-là, quand mon père il est passé en bio, et je pense que c'est ce qui a déclenché un petit peu tout ça. Il y a eu un retour à la terre qui s'est fait. Et bon, c'est vrai que moi j'étais quand même il y avait peut-être une certaine utopie de comment on pouvait produire, qu'on pouvait faire autrement. Sauf que là, j'avais que le discours. Et à un moment, je me suis dit bon, arrête de dire, fais. Et donc, par la chance d'être né dans cette ferme, j'ai pu avoir accès à la terre. J'ai donc à ce moment-là commencé à avoir un petit potager, plutôt par une recherche d'autonomie principalement. Et sauf que bon, au final, on commence à semer des graines et on n'a même plus le temps d'aller travailler à l'extérieur, mais il faut quand même un peu d'argent. Donc on agrandit entre guillemets un petit peu le jardin, et jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'il faut qu'on embauche quelqu'un, et ensuite une autre personne, et ainsi de suite. Et c'est vrai que l'idée, c'était de pouvoir arriver à fournir directement, localement, donc sans aucun intermédiaire. On fait de la vente à la ferme, des marchés, et voilà, il y a un élan qui s'est créé. Et est-ce que vous aviez entendu parler des ordonnances vertes, et est-ce que ça, c'est pas une super récompense au fond de se dire face à ce constat qu'on est
j'allais dire du bon côté, mais qu'on est du côté de la raison et du côté de la santé et du côté de l'environnement. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment un point qui est super intéressant parce que au final, je pense que les parents, comme les enfants, du moment qu'ils vont commencer à goûter une alimentation naturelle, en fait, qui a poussé dans de la terre, qui est en fait nos légumes, ils ont du goût. Ce qui fait que je pense quand on y a goûté, quand on retourne après, on aura sûrement du mal à refaire marche arrière. Donc je pense que voilà, il y a encore une petite graine de planter dans la tête en fait. Ok, donc on va passer le micro à Jean-Paul, mais ouais. Merci. À Jean-Paul Gobin, j'avais juste une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, c'est quand on prescrit, quand il y a une femme enceinte qui arrive et qu'on lui prescrit donc un panier bio, est-ce qu'il y a quelle est la réaction? C'est juste il y a un petit micro par là. Est-ce que c'est l'étonnement? Parce qu'on se dit ordonnance médicament, hein, on a un peu cette tendance-là. Alors, moi, je peux parler pour mon cabinet, mais il y a un petit biais de sélection. C'est que comme on aborde énormément ces sujets, souvent de différentes manières dans les consultations, qu'il y a des affiches pour la consultation azalée, etc., les gens ne partent pas de zéro. Mais en tout cas, pour parce que dans mon cabinet, je reçois aussi beaucoup de gens qui sont en grandes difficultés sociales, des migrantes, etc. Et en fait, parce que moi, on m'a déjà dit, non, mais ça va pas intéresser les gens les plus pauvres, ils ont d'autres préoccupations, etc. C'est pas vrai, en fait. Quand vous leur parlez de leur bébé, ou de leur futur bébé, ou de leur nièce, de leur neveu, etc., ça les touche. Et donc, en fait, moi, on n'a que des réactions positives, en réalité. Il y a des réactions d'anxiété, mais des réactions on veut aller faire la consultation ou l'atelier, on veut comprendre. Alors, il faut toujours donner des exemples concrets à la consultation pour ensuite orienter. Dire, ben voilà, par exemple, la poêle, vous savez ce que ça peut faire, vous savez que c'est facile de trouver une alternative, la sucette en plastique dans la bouche, j'ai donné cet exemple tout à l'heure. Et on leur dit, la consultation ou l'atelier, c'est pas pour vous accaparer d'angoisse, hein. C'est vraiment pour avoir prise sur votre quotidien immédiatement, pour d'emblée diminuer la charge de polluants pour votre bébé et pour le protéger, en fait. Et c'est toujours bien reçu. D'accord, c'est pas une surprise au départ qu'on prescrive ça avec une ordonnance pour dire... Je voulais juste ajouter que chez nous, enfin en Limousin, on a travaillé avec les sages-femmes, c'était pas avec des infirmières azalées, sages-femmes de l'hôpital, qui faisaient déjà depuis 3 ans des ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Et ce qu'elles nous ont dit pour les paniers bio, c'est que justement dans leur message, elles n'avaient, avec les ateliers, à la fin, elles tombaient sur un plouf, quoi. C'est-à-dire, oui, il faut que vous fassiez attention à votre alimentation, mais point. Alors que là, faut pas sous-estimer ça. C'est la société qui s'engage et qui met à disposition le panier bio. Et comme si c'était, encore une fois, prescrit sur une ordonnance. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'au départ, on va le donner à tout le monde, quel que soit son niveau social. Et ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas que ce soit réservé aux plus pauvres. C'est pour tout le monde. Un droit pour les plus pauvres finit en général en pauvre droit. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut, à la fin, une loi qui unifie qui repose sur ce processus, les paniers bio et l'information sur les perturbateurs endocriniens. Ok. Peut-être passer le micro à Vincent à côté. Simplement, je voulais, par rapport à la remarque de Dany tout à l'heure qui disait ça va être difficile, moi je ne les sens pas, les agriculteurs vraiment prendre conscience de tout ça et s'inscrire dans une nouvelle démarche. Est-ce que quand vous arrivez avec cette présentation-là, avec ce nouveau modèle finalement, parce que c'est ça dont il s'agit, concevoir un nouveau modèle, est-ce que vous avez des candidats qui s'inscrivent dedans, des agriculteurs qui sont partants? Est-ce que vous partagez ce pessimisme en fait, ou ce constat? Alors déjà, je voudrais dire que le monde des agriculteurs, c'est un monde extraordinairement varié. Il n'y en a pas 2 qui pensent la même chose. Il faut faire avec cette hétérogénéité et donc... de la même manière qu'on ne passera pas tous les agriculteurs en bio, on ne convaincra pas non plus tous les agriculteurs de s'engager dans des démarches agroécologiques, en tout cas pas tout de suite. Ça, c'est un premier point. Donc, il faut accepter cette diversité. Il restera des agriculteurs qui sont très bien dans leur tête et même très bien économiquement,
qui vont continuer à polluer. Alors après, c'est une question de loi. Voilà, on peut imaginer de leur interdire, mais on n'arrivera pas. Enfin, en tout cas, moi, je me rends compte, on travaille avec au total 400 agriculteurs. Il y en a, je pense, de l'ordre du tiers avec qui on peut très bien discuter. On arrive même à faire des expérimentations avec eux de réduction de pesticides, mais ils restent non convaincus. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais rajouter, c'est que du point de vue de la posture, nous on ne se situe pas du tout dans le conseil, on ne se substitue pas à des organismes dont c'est le métier. Ils le font bien ou pas bien, c'est une autre question, mais ce n'est pas le nôtre en tout cas. Et donc quand on travaille avec des agriculteurs, c'est en tant que collaborateurs. Ils sont des collaborateurs, donc ils ne sont pas chercheurs, mais ils collaborent au programme de recherche. Donc l'objectif, ce n'est pas non plus forcément de les convaincre, c'est peut-être plus humblement de leur faire se réapproprier les mécanismes naturels qui sont à la base de la production agricole. J'avais juste un petit truc à rajouter, j'ai oublié tout à l'heure, par rapport aux pesticides et le dégât que ça peut provoquer. J'ai un collègue associé qui n'était pas en bio, je suis passé en bio avant lui, et qui n'était pas du tout convaincu, mais à tel point que quand il faisait des traitements, notamment les fongicides, il savait qu'une demi-heure, trois quarts d'heure après, il fallait qu'il aille chez lui parce qu'il avait une courante qui arrivait, quoi. Et ça a perduré pendant encore des années et des années. Les insecticides, c'était accélération des rythmes cardiaques. Et il a fallu que, bossant à côté de lui, que je passe en bio, que je fasse mes preuves, entre guillemets, économiquement. Et en fait, il est arrivé à passer en bio uniquement par le côté économique, quoi. Et malgré tous les problèmes de santé que ça lui procurait quand il faisait ses traitements une heure après, je trouve ça impressionnant, quoi. Et là, j'ai un cas, mais des cas comme ça, il y en a, j'en connais énormément, qui ne le diront jamais en public, ouvertement, mais par derrière, dans les petites réunions, dans des discussions où ça sort, quoi. Et malgré ça, ça perdure. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Moi, je ferai le même constat pour l'apiculture. En fait, c'est très dur de faire changer les pratiques. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans et c'était une apiculture libre que je faisais. On laissait les abeilles tranquilles. Et en fait, aujourd'hui, dans l'apiculture, il y a des pratiques qui existent, qui sont là depuis les années 50. L'histoire de l'apiculture et de l'agriculture sont très liées. On est passé d'une apiculture familiale des années 50 à une apiculture de production, comme l'agriculture dans les années 50, avec des pratiques qui ne sont pas toujours bonnes pour les abeilles, il faut le dire. Et la formation qui a été faite depuis les années 50, elle remonte ce qu'on appelait les sociétés savantes, qui ont amené une autre approche de l'apiculture dans les campagnes. Et aujourd'hui, il y a un cas, en tout cas une cause de mortalité qui est présente pour les abeilles domestiques, qui est le varroa, qui est un acarien qui ressemble à une espèce de tique qui se pose sur l'abeille, qui va lui sucer le sang. L'abeille peut mourir, mais ça se met aussi dans les larves des abeilles. Et moi, quand j'ai commencé une formation, je tairai le nom, la seule chose qu'on m'a proposée, et ça m'a hérissé les cheveux, et pourtant j'en ai plus beaucoup, ça a été de traiter ce varroa avec un acaricide à base d'amitrase, qui est une molécule chimique qui est interdite. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une partie des apiculteurs qui veulent faire évoluer leurs pratiques, mais il y a aussi une partie du monde apicole, et je ne leur jette pas la pierre parce que c'est très dur pour les apiculteurs professionnels aujourd'hui de vivre de leur activité. Les abeilles, elles subissent un tas de choses. Elles subissent le varroa, elles subissent les attaques des frelons asiatiques, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'on soit apiculteur, amateur ou professionnel, on est tous très inquiets du retour des néonicotinoïdes dans nos campagnes. Moi, j'habite à Muret, c'est une campagne céréalière. Je peux vous dire que quand je vois les sulfateuses dans ma campagne, je suis très inquiet pour mes abeilles. Ça, c'est certain. Ensuite, il faut que nous, apiculteurs amateurs, on expérimente de nouvelles choses aujourd'hui,
puisqu'on n'a pas, la charge financière que peuvent avoir les apiculteurs professionnels. Et il y a des choses positives qui se font aujourd'hui. Moi, j'ai cet exemple en tête de la Slovénie, qui est la capitale européenne des abeilles et de l'apiculture. C'est Anton Jossa qui a impulsé l'apiculture qu'on connaît aujourd'hui, en 1730, quelque chose comme ça. Et les abeilles, c'est un patrimoine culturel en Slovénie. C'est une tradition familiale. En 2009, la mortalité, elle a été tellement importante qu'on est arrivé à une mortalité de près de 50 à 60% des abeilles. Ça a été une catastrophe pour les apiculteurs pros, mais aussi amateurs, mais aussi pour le tourisme. Et le ministre de l'Agriculture, en 2011, 2 ans après, a pris la décision ferme d'interdire les néonicotinoïdes. Et il en a assumé les conséquences auprès du monde agricole, notamment des producteurs d'olives. Et en 2024, 13 ans après, on est arrivé à une mortalité des colonies de 5% à la sortie de l'hiver. Alors qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on est entre 30 à 40% de mortalité des abeilles en fin d'hiver. Et la nature, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Et moi, ce qui me choque quand on regarde l'histoire de l'apiculture en France, il y a un phénomène qui est arrivé en 1990, c'est le syndrome de l'effondrement des abeilles. Eh bien, quand on regarde l'histoire, on voit que c'est à cette date-là où les néonicotinoïdes ont été autorisés en France. Et je me tais. Merci. Alors, on va poursuivre ce tour de table, parce qu'on est assez nombreux. J'aimerais aussi qu'on prenne une ou deux questions, et puis on a... Ah oui, il y a un fan club, Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, moi je ne suis pas venu faire une conférence sur la bio, mais ça m'intéresse de témoigner comment... Un autre exemple de conversion. Moi je suis en bio depuis 88, et je me suis installé en juillet 87, et dans mon projet d'installation, il n'était pas question de bio. Et il a fallu une opportunité que mon frère, qui avait déjà démarré la production en bio, il me dise pratiquement 3 mois à l'avance, écoute, je fais une production de volaille de chair. Et il m'a dit, écoute, non, moi je ne peux pas tout gérer, je laisse. Et moi j'ai dit, banco, moi je reprends en bio. Et mon parcours était particulier parce que je suis parti d'une petite production et où il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais en même temps, c'était passionnant, enthousiasmant de se dire, je maîtrise, je crée, j'invente. Et ça, j'en suis encore là, je suis en fin de carrière, ça y est. Mais je suis toujours aussi passionné par ce métier parce qu'on évolue toujours. Et tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi, Vincent, qui disait que les agriculteurs sont très diversifiés. Mais je dis c'est une belle richesse, quoi, parce que chacun invente un petit peu sa méthode, quoi. Et pour se convertir, moi je dis l'essentiel, c'est l'ouverture d'esprit. Je cite un copain dans le Marais Poitevin qui faisait les formations certifito, que tu sois en bio ou pas en bio, à partir du moment que tu utilises des produits phytopharmaceutiques, il faut faire une formation. Et dans cette formation, ils étaient 14, dont 2 en bio. Et quand le formateur a posé la question à la salle, quels sont ceux qui décident de l'utilisation des produits? Sur 14, ils ont été 4 à lever la main. Je cite ces 4, dont les 2 en bio, plus 2 plutôt âgés. Je cite cet exemple parce que ça me fait mal à mes tripes de paysans. Chaque paysan, quelle que soit sa production, il doit assumer ce qu'il fait. Et ça veut dire que sur les 14, il y en avait 10 qui attendaient le texto de la COP ou du négociant pour traiter. Ils sont déchargés de leur responsabilité. Et ça, je le dénonce. J'ai du respect pour tous mes collègues. Chacun suit son parcours. Il y en a qui sont difficiles pour faire une évolution, mais on doit assumer. Et je comprends aussi quand les gens ont des grosses productions, le risque financier, il est important. Mais il y a eu des aides à la reconversion très conséquentes, il y a eu des aides au maintien, et là, c'est des décisions politiques qui ont fait que
ça n'existe plus, ou ça a été, je sais plus trop où est-ce qu'on en est, mais ça a été en tout cas très discrédité, et puis ça rend la transition beaucoup plus difficile, quoi. Alors, voilà un parcours. Cette question de la... Merci. Cette question de la responsabilité et le fait que ça appartient à chacun finalement de se mobiliser, on l'a eu un peu toute l'après-midi. C'est pas forcément les lois, c'est pas forcément la justice, mais c'est une mobilisation un petit peu générale et une prise de conscience. Donc merci pour ce témoignage. Et puis on va terminer avec Philippe Rabot, voilà, qui a préparé son petit témoignage. Donc, je vous donne la parole. Bonsoir. Moi, je veux bien témoigner d'un exemple donc en élevage où donc avec ma femme on a conduit une ferme dans le bocage, une ferme donc en bio depuis 2000. C'est vrai avec des pratiques qui étaient plus intensives précédemment. Et on peut dire que voilà, ce choix-là, on l'a fait parce qu'il y a des amis ici qui sont témoins qui l'ont fait dans les mêmes moments ou même un peu avant. On l'a fait, on l'a jamais regretté, hein, parce que donc immédiatement on arrête les pesticides. C'était quand même voilà, c'est quand même un grand bonheur. On arrête les engrais azotés, ils sont russes aujourd'hui. Donc le fioul, eh ben, on l'a divisé par 2. Le foin, ça sent bon. On faisait pas gaffe parce que bon, il y avait des petites bottes, mais depuis il y a comme des techniques un peu plus mécanisables et c'était fatigant. Mais donc le foin sent bon et l'ensilage il sentait mauvais. Donc voilà, on a trouvé beaucoup de bonheur à faire ça. C'était adapté puisqu'on était en système très herbagé, hein, ça veut dire donc avec une exploitation rationnelle des prairies, des rotations rapides et donc des belles prairies, une production régulière qui est résiliente avec le climat, même avec les chocs qu'on connaît, et donc beaucoup de satisfaction. Ce qu'on peut dire, c'est que si on revient en arrière, là on a aujourd'hui beaucoup d'exemples, vous avez fait attention à avoir de nombreux exemples positifs de tracés des pistes, des voies. C'est vrai que nous on regarde, on est en fin de carrière, on a transmis à des jeunes qui sont éleveurs, on sait que c'est très très compliqué, enfin on l'a bien vu. Ce que je regrette un peu en regardant notre carrière, c'est quand même que les paysans autour de nous en 95, en 2000, on aurait voulu que dans les années qui suivent, ils suivent notre exemple parce qu'ils ont bien vu que on s'embêtait beaucoup, on s'embêtait moins qu'eux, qu'on achetait moins de matériel, voilà, évidemment on avait moins de chiffre d'affaires, mais les ratios étaient finalement aussi bons et ils n'ont pas bougé. La morale, c'est qu'ils n'ont pas bougé. On est encore avec des super programmes, puisqu'on vient de voir celui qui est bâti aujourd'hui. Et il faut continuer, il faut remettre le travail sur l'ouvrage. Mais c'est vrai que pourquoi ils sont pas bougés ? Je pense qu'il y a des gens, on les connaît, ils sont identifiés. Hein, on va dire que c'est la FNSEA. Ils leur ont dit ne bougez pas, ça va bien se passer, ne bougez. Eh ben, ils sont toujours là avec leur pulvé, ils l'ont changé 3 fois. Donc c'est vrai que ça c'est dur un peu de savoir qu'on a trouvé ce bel équilibre, qu'on respecte donc l'environnement, qu'on a des produits sains, que la flotte, l'eau elle sort, elle est propre. Et donc vraiment c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. Et donc bon courage pour voilà, pour nos remplaçants de relever à nouveau ce challenge. Il y a eu les attaques dernièrement. C'est vrai qu'il faut quand même se battre quand même. Toi, tu es jeune et donc il faut y aller. On pense qu'on est juste dans un palier et que toutes ces préoccupations de santé sur les pesticides, justement, vont conduire à une nouvelle prise de conscience, hein, parce que voilà, on sait que les cancers aujourd'hui, c'est une épidémie. C'est dramatique, c'est un doublement. Je dis pas en combien d'années, mais c'est un doublement. Et c'est vraiment une inquiétude. On a décrit pas mal de choses. Donc vraiment l'agriculture bio, évidemment que c'est un moyen formidable. C'est un moyen formidable de répondre aux préoccupations de santé. Et je souhaite que voilà, on soit suivi par beaucoup de jeunes. Voilà, merci. Merci à tous. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je pense qu'on a déjà posé énormément de questions, brassé énormément. Alors, oui, très vite alors. Oui, très vite. C'était actuellement l'agriculture bio, les surfaces diminuent. Il y a une grosse partie des terres qui sont en déconversion. Donc, je sais pas, l'État réagit pas, ça bouge pas. Je pense qu'ils s'en foutent carrément.
Je pense qu'on va accélérer parce qu'on doit avoir encore la conclusion. Donc voilà, non, j'ai... Je voudrais qu'on fasse venir toutes les représentants des 3 assos qui ont vraiment beaucoup travaillé pour organiser cette journée. Donc David Salvador, Joël Lallemand, Christian Quichot, Philippe Guichard, Cathy Fruchon, Lisanne Supin. Et je crois que Christian et Philippe ont vraiment mouillé la chemise pour vous proposer toute cette journée. Donc c'est important de les applaudir et de les encourager parce que c'est quand même grâce à eux que ça a eu lieu.